La paix, pouvoir se pacifier, commence effectivement par un impératif qui est un impératif biologique, c'est-à-dire être capable de faire la paix à l'intérieur de son être. Et lorsque l'on fait l'expérience justement de se mettre sur pause, c'est-à-dire d'arrêter un petit peu d'agir, eh bien on se rend compte qu'à l'intérieur de son être, de son esprit, mais aussi de son corps, c'est un véritable chantier. Ça n'arrête pas de bouger, ça n'arrête pas de penser, ça n'arrête pas de critiquer, d'évaluer. Et c'est bien cette paix-là qui peut être proposée effectivement comme racine d'une paix vis-à-vis du monde qui nous entoure. Et donc, comment faire la paix avec soi ? Ça commence effectivement déjà par se réconcilier avec le fait d'être un être vivant. Donc la paix commence déjà par être en accord avec le fait d'être un corps vivant, un corps qui tend naturellement à exister, à s'exprimer, à être en relation avec l'environnement, mais avec cette petite touche qui est singulière à tout être vivant, qui est de, et ça paraît éminemment banal, rester vivant. La paix, c'est comme un air de violon, ça fait du bruit, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une harmonie, c'est que nous sommes d'abord vivants, là où nous sommes, comme nous sommes, sans nous rejeter, sans exiger de nous d'être autres que ce que nous sommes, mais en prenant la pleine vérité de cette présence au monde à laquelle nous pouvons nous accorder. C'est un énorme travail. Il ne faut pas se leurrer, c'est pas juste je fais la paix en moi et ça va marcher. C'est une attention et qui peut nécessiter, première invitation, à prendre ne serait-ce que 5-10 minutes de pause chaque matin pour entrer dans ce rapport, dans cette zone, dans cet espace du corps qui est le nôtre. Alors pour les uns, ça va être sous la douche, pour les autres, ça va être en méditant, pour les troisièmes, c'est de regarder par la fenêtre, peu importe. Donc une attention, une bienveillance vis-à-vis du corps tel qu'il est, parce que l'esprit va directement se brancher sur l'état corporel. Plus l'état est agité, plus le corps est agité, plus l'esprit va l'être. Plus le corps est en accord avec sa propre réalité, plus l'esprit va se pacifier de façon tout à fait naturelle, sans que nous ayons à exiger de lui qu'il soit en paix. Parce que, évidemment, exiger d'un esprit qu'il soit en paix, c'est le meilleur moyen qu'il soit en vrac. Il est assez facile de constater que cet accord intérieur et cet apaisement intérieur est complètement, comment dirais-je, associé à un état d'ouverture. Voilà, l'apaisement intérieur favorise l'ouverture à ce qui est. L'ouverture à l'autre, l'ouverture à la réalité, l'ouverture à la difficulté, l'ouverture à ce qui est présent et ce qui peut être source à la fois de joie ou de contrariété. C'est cet apaisement, cet accord intérieur qui favorise la possibilité même d'être ouvert. À défaut, eh bien, nous sommes fermés. Et cette fermeture, ce renfermement sur soi-même, évidemment, ne fait que favoriser la rivalité, l'hostilité, l'agressivité, la contrariété, le refoulement, l'inhibition, c'est-à-dire autant de comportements et de facteurs qui sont source de douleur et de souffrance. Donc ce matin, un monsieur qui m'exprimait toutes ses angoisses à l'idée de se marier. À la fois, c'est un grand bonheur et à la fois, c'est panique à bord. Changement radical de vie. Eh bien, en lui proposant dans un premier temps déjà de redresser son corps, voilà, de se mettre vraiment comme s'il était sur un cheval dans une assise, il a découvert que cette posture de droiture changeait le regard qu'il portait sur ce projet qui, quand il est arrivé, le mettait dans tous les sens. Il a pu découvrir un autre équilibre entre « oui, j'ai peur » et « oui, je suis tellement joyeux de ce projet ». La bienveillance est le principe de base du courant pour une écologie humaine et cette bienveillance, bien sûr, se décline dans le débat.
Et nous sommes là comme en opposition avec ce qui s'observe dans le débat politique, surtout ces temps derniers, avec des clivages de plus en plus violents et souvent artificiels. Les responsables politiques qui se tutoient et qui se disent bonjour en off dans les plateaux de télévision deviennent extrêmement agressifs comme on leur a appris à l'être dans leur training média pour utiliser cette dialectique qui décrédibilise l'adversaire, qui l'isole, qui l'étouffe, jusqu'à fonctionner comme cette dialectique stalinienne où l'adversaire finit par s'auto-accuser, être réduit au silence et être totalement étouffé. Et notre optique, notre éthique du débat bienveillant est tout autre. Alors elle s'appuie, je crois, sur 4 principes fondamentaux qu'on peut appliquer d'ailleurs dans nos débats personnels, familiaux, conjugaux, pourquoi pas. Le premier principe, c'est de ne pas étiqueter l'autre et de dire qui je suis à la façon de la communication non violente. Je dis je ne dis pas tu qui tue et je laisse l'autre dire qui il est. J'accepte donc que chacun se définisse en fonction de ce qu'il a envie de dire, de révéler de lui. Premier point. Le deuxième point, je vais essayer de partir d'un point d'entente, d'un terrain d'entente, de ce qui nous est commun, simplement peut-être de notre commune humanité. Moi je me souviens avoir discuté dans un train où j'ai rencontré le porte-parole de la LGBT, on allait débattre ensemble devant un public qui était assez virulent, 200 pros d'Herville, 200 pros Nicolas Gouguin, et on a discuté, en fait on a fait le spectacle ensemble, il y avait une fraternité qui était liée au fait qu'on allait être exhibés tous les deux sur les planches, et on en a parlé ensemble, je lui ai rendu hommage pour aussi toute l'énergie qu'il mettait dans sa conviction qui n'était pas la mienne, et je pense que ça a beaucoup dédramatisé ce débat. Voilà, partir d'un terrain d'entente, d'un point d'entente. Si par exemple je conteste une revendication, je peux reconnaître que les mobiles profonds de cette revendication sont intéressants, révèlent quelque chose de l'humanité. Je suis contre le transhumanisme, mais je vois que dans ce transhumanisme, il y a l'idée de dépasser cette mortalité, cette fatalité de la vie. Il y a quelque chose d'intéressant à pointer. Le troisième point, c'est d'aller, une fois qu'on a vu un terrain d'entente, d'aller voir quels sont les points de désaccord. Je me souviens d'avoir discuté avec Valérie Pécresse, ministre de la Recherche en exercice, dans un débat à huis clos avec quelques personnes, et elle s'est mise à affirmer qu'elle avait le même respect que moi de l'embryon. Et moi, je lui ai dit non, c'est pas possible, parce que moi je suis pour le respect absolu de tout embryon humain, et puis vous êtes favorable à la technique du double DPI qui trie les embryons 2 fois et aboutit finalement à faire naître un être humain pour avoir jeté 99 autres. Et on a discuté un peu longtemps pour s'entendre sur quelle était notre différence. Elle avait une conception de la progressivité de la dignité humaine en fonction du développement humain, et moi j'avais pas cette conception, et on s'est entendu sur nos désaccords. Ça c'est très très important de le faire honnêtement. Et puis il y a un quatrième principe qui me semble aussi très important et sûrement le plus difficile, c'est d'aller monter sur la colline de l'autre pour essayer de voir de là où il est, comment il perçoit mes propres convictions et comment peut-être moi je peux percevoir différemment les siennes. Vous voyez, quand on va regarder du côté, je reprends l'exemple de Nicolas Gouguin, et qu'on va regarder comment il regarde ma posture face à l'homophobie, eh bien je peux peut-être voir qu'il a des bonnes raisons de trouver que je suis caricatural ou que je suis agressif. Quand on a appliqué ces 4 principes, je les récapitule parce que c'est important de les connaître presque par cœur, hein, ne pas étiqueter l'adversaire, partir du point d'accord, rechercher honnêtement les points de désaccord, et puis aller sur la colline de l'autre pour peut-être se laisser bouger, sans modifier forcément ses convictions, se laisser bouger et peut-être aussi le dire publiquement. Alors on peut creuser ensemble le puits de la vérité. On peut voir que finalement notre humanité est faite de telle sorte que la vérité nous dépasse tous, et que c'est en creusant ensemble avec d'autres, avec les adversaires aussi, en acceptant de se laisser un peu transformer, de se laisser peut-être bousculer, qu'on va accrocher une vérité plus profonde que celle que je pensais posséder alors qu'elle ne se possède jamais. La médiation familiale est un processus d'accompagnement de personnes qui sont en conflit et qui ont des difficultés à trouver des solutions aux sujets qui les préoccupent. Soyons clairs, en grande partie, à 90-95%, ce sont des situations de couples qui se séparent et qui ont comme nécessité, j'ai envie de dire légale, que de maintenir une relation parentale dans l'intérêt de leurs enfants. Alors les sujets qui sont le plus souvent traités concernant les couples en séparation, je parlais d'autorité parentale, c'est effectivement les sujets relatifs à la résidence des enfants, les sujets relatifs à la prise en charge financière, à l'éducation et l'entretien des enfants. Ça va être aussi le choix d'une école, le choix des activités extrascolaires, le lien qu'ils vont pouvoir maintenir avec l'autre parent quand ils sont hébergés chez l'un. Voilà, comment est-ce qu'ils vont pouvoir communiquer avec l'autre parent. Donc les sujets sont très
c'est parfois très concret, hein. C'est vrai que c'est quand même l'attitude du médiateur, son empathie, parfois son sens de l'humour, cette capacité d'écoute et d'attention vers l'un, vers l'autre, qui va balancer, j'ai envie de dire, de l'un à l'autre indifféremment. Je crois que c'est aussi ça qui leur redonne confiance. Et puis ils évaluent au terme d'un premier entretien ou d'un second entretien qu'il y a des choses qui sortent, il y a des petites décisions qui sont prises. Par exemple, il arrive qu'au terme d'un entretien ou deux, enfin, ils vont décider que lorsqu'ils font l'échange des enfants, ils vont se saluer, ils vont se dire bonjour. Et quand entre les deux séances, ils auront pu effectivement expérimenter cette capacité de se saluer devant l'enfant, ça va déjà changer complètement le contexte, ça va déjà complètement changer le regard de l'un sur l'autre. On observe quand même une augmentation des couples qui se forment sans avoir pris le temps, sans avoir vraiment pris le temps de se connaître, de se connaître. Parfois, on assiste en médiation à des couples qui apprennent à se connaître dans le cadre de la médiation, alors qu'ils sont en train de se séparer. Donc ils ont raté une étape, quoi. Ils n'ont pas pris ce temps de rencontre, de compréhension de qui est l'autre, des valeurs de chacun, de l'histoire de chacun. Parfois ça se fait aujourd'hui, je trouve on observe que ça se fait rapidement, ça se construit rapidement et ça se déconstruit très rapidement. Voilà, donc l'enseignement, ce serait communiquer, parler, vivez des choses ensemble avant de former un couple. Alors ça peut peut-être paraître un peu ringard, mais c'est l'observation et c'est l'enseignement que j'en tire, moi. C'est sûr que si la vie fait qu'on n'a pas de référence parentale, d'un couple qui fonctionne dans la communication, qui fonctionne dans des moments de complicité tous les deux, peut-être que, je ne vais pas dire que ça s'apprend, mais il faut peut-être leur dire, il faut peut-être l'enseigner. Moi, je serais assez favorable à un temps, on parle de préparation de mariage, oui certes, mais préparation de mariage aussi sur ces aspects-là. Comment on prend soin de son couple? C'est un peu la question que je me pose pour tous ces enfants qui vivent des séparations. Si par chance la relation parentale retrouve une certaine sérénité, je pense que c'est un gage de réussite aussi pour les enfants et pour la construction de leur vie à venir, que ce soit en couple ou... Voilà, c'est d'avoir pu observer que ça se travaille, ça se réfléchit et puis on a la volonté que ça fonctionne. C'est pour ça que je pourrais aussi dire que la médiation familiale, c'est ce couple est peut-être un échec, mais peut-être qu'on peut vraiment réussir sa séparation et maintenir une relation parentale correcte et de valeur. Qu'est-ce que c'est que la pacification pour un militaire aujourd'hui? Pensez par exemple à cette mère irakienne qui depuis 15 ans envoie ses enfants tous les matins à l'école en ne sachant jamais s'ils rentreront le soir. Certes, ce n'est pas la guerre. Est-ce que c'est la paix pour elle? Bien sûr que non. Si vous voulez, jusqu'au XXe siècle, on avait un petit peu la vision de Clausewitz, pour qui la guerre était la continuation de la politique avec d'autres moyens, c'est-à-dire une vision séquentielle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les combats se mènent en même temps que l'on doit gérer la dimension politique, économique, culturelle, médiatique, industrielle, etc. Et donc, c'est bien dans une approche globale, c'est-à-dire dans une gestion de la complexité, qu'il faut s'inscrire. Alors, la gestion des conflits, de quoi s'agit-il? D'abord, il faut faire en sorte que les conflits soient légitimes, et pour cela, on a besoin de travailler dans un environnement international. Quand un pays se met en conflit avec un autre, nécessairement, il va le faire avec en arrière-pensée ses intérêts particuliers nationaux. Tandis que quand on œuvre dans le cadre d'une alliance internationale, et qui plus est sous l'égide d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies,
nécessairement, on prend en compte les besoins des uns et des autres, et donc on va plus vers le bien commun. Par ailleurs, on doit s'efforcer aujourd'hui d'avoir des ambitions limitées, des ambitions qui pourront être partagées par l'ensemble des acteurs du conflit, que l'on pourra expliciter de façon claire pour qu'elles soient partagées. Le militaire doit œuvrer aux ordres du politique, y compris pendant les actions de combat, puisque le combat n'est pas une phase du continuum politique, mais c'est une des dimensions qui est gérée par le politique en même temps que les autres. Donc c'est très clair, le militaire est aux ordres du politique. Le corollaire, c'est que le politique doit effectivement effectuer cette coordination des différents domaines d'action, et il doit l'expliquer au militaire, il doit lui dire où il veut en venir et comment, de façon à ce que le militaire puisse conduire son action de façon intelligente dans l'ensemble du panorama de l'action nationale et internationale. Maintenant, comment peut-on conclure les conflits de nos jours, si tant est qu'on puisse, car certains, comme en Somalie, durent depuis 25 ans. Eh bien, la première chose, il faut prendre conscience du fait qu'on ne peut plus imposer la paix si les belligérants ne sont pas d'accord. Et donc on doit d'abord œuvrer tout au long de la gestion de la crise, du conflit, mais plus généralement de la crise, œuvrer à rechercher des accords entre les belligérants, ça me paraît essentiel. Il faut ensuite se départir d'une vision conceptuelle, comme nous Français aimons bien le faire régulièrement, pour entrer dans des actions pragmatiques, quelquefois des toutes petites actions, mais qui permettent de changer la donne sur le terrain, de faire évoluer les mentalités, de faire en sorte que le quotidien devienne plus facile pour les belligérants, et que finalement la confiance commence à renaître. Il faut ensuite sortir de l'idée d'un jeu à somme nulle. Quand on gère un conflit aujourd'hui, on n'est pas devant un échiquier sur lequel l'une des parties va gagner au détriment de l'autre. Si on fait les choses comme ça, on n'arrivera pas à obtenir une paix durable. Dernier point, je dirais que le militaire doit inspirer la paix. Ça peut paraître curieux, mais le président Félix Houphouët-Boigny disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ».